Est-ce que le marché des crypto-monnaies a posé son point bas? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et pour ça, pour répondre à cette question et vous aider à vous faire aussi votre propre avis, il va falloir que je repose un petit peu le contexte et le décor crucial qui va nous permettre de comprendre pourquoi je pense qu'il est très probable que nous voyons Bitcoin en premier lieu et le reste des alts qui suivra. Alors loin derrière, on va le voir aussi, on va voir la Bitcoin dominance, le Bitcoin face au Nasdaq, parce que beaucoup de monde parle du fait que Bitcoin et le Nasdaq sont corrélés. Or, les dernières semaines nous montrent le contraire. Donc même si, on va voir aussi l'or, même si la performance de l'or a éclaté le Bitcoin sur ces dernières semaines, oui, on peut le dire, vous allez voir qu'il est en train de se passer quelque chose et que même si Bitcoin n'est pas l'actif de refuge ultime encore, il n'est pas non plus considéré comme l'actif à risque par excellence, comme peuvent l'être par exemple les actions de la tech en ces périodes de troubles. Alors vous êtes en train de voir l'affrontement entre Donald Trump et Jérôme Powell. C'est Jérôme Powell, le patron de la Réserve fédérale américaine à la Banque centrale des États-Unis. Car oui, le point que je veux évoquer, le levier de pouvoir principal dont je veux parler aujourd'hui, ce n'est pas les tarifs, etc., c'est la création monétaire, la liquidité mondiale. Mais au final, on parle de la création monétaire car les banques centrales ont ce pouvoir absolu de création ex nihilo de liquidité, de devises qu'elles déversent dans les tuyaux de la finance. Alors je ne fais pas les règles, mais Bitcoin a été créé justement pour ça, c'est-à-dire que malheureusement, l'abus de ce pouvoir, l'abus de cette création monétaire a des conséquences dans notre vie de tous les jours. Rappelez-vous, l'inflation, c'est l'augmentation de la masse monétaire et cette augmentation de la masse monétaire conduit à une augmentation des prix. Très souvent, on fait le raccourci, inflation égale augmentation des prix, c'est un raccourci. Mais effectivement, quand ces puissants décident d'augmenter la masse monétaire, d'augmenter les liquidités dans le bilan des banques centrales, ils décident de nous prendre à tous un petit peu dans la poche de pouvoir d'achat, du pouvoir d'achat de nos devises, qu'ils choisissent à qui ils les redistribuent. Alors ça, ce graphique que je vous montre là, c'est Vincent Grant sur Cryptost qui l'a publié. On l'avait fait ensemble, mais bon, c'est plus joli. Là, on est en journalier. Ici, c'est la courbe du Bitcoin et en dessous, c'est, vous voyez, la courbe de la liquidité mondiale, M2. Bon, bref. Et il a décalé de 80 jours dans le futur la liquidité mondiale. Et vous voyez que, curieusement, alors on l'avait fait ensemble. Et lorsqu'on remonte un peu, la corrélation n'est pas proche de 1 comme à chaque fois. Mais c'est vrai que depuis novembre 2024, en gros, là, il y a quand même une corrélation proche de 1. Alors, encore une fois, avec un décalage dans le temps, il y a un retard de l'action des prix du Bitcoin par rapport à cette augmentation de liquidité, évidemment, il faut le temps que ça se déverse. Mais malgré tout, ça reste un des éléments principaux qui influence l'action des prix de Bitcoin. Et vous voyez que si ça se confirme, si l'action des prix continue de suivre cette augmentation de la liquidité, on en aurait peut-être jusqu'à fin juin, début juillet, de reprise haussière, ce qui nous permettrait donc peut-être de dire que nous sommes en train de poser un bas de marché effectivement et qu'il est peut-être intéressant de se positionner. Alors là, pour étayer un peu le contexte et ce duel fratricide, même s'ils ne sont pas frères, mais encore une fois, le jeu de pouvoir et l'opposition réelle qui s'effectue entre Donald Trump et Jérôme Powell. Donc là, il explique que la Banque centrale européenne a continué de baisser ses taux. Donc en baissant les taux, grâce aux banques commerciales, on favorise les emprunts, donc on favorise également l'augmentation des liquidités, mais la création monétaire des banques commerciales est différente de celle des banques centrales. Mais peu importe, donc le fait de baisser les taux va favoriser les liquidités, va favoriser l'augmentation de la masse monétaire. Et donc, M. Trump souhaiterait que la Banque centrale américaine diminue les taux et donc permette cet afflux de liquidités dont il a cruellement besoin. On verra après pourquoi. Alors, il l'appelle Too Late Jérôme Powell, monsieur trop tard, monsieur en retard. Et il conclut en disant voilà, qu'il souhaite le licencier au plus vite, que son licenciement ne pourrait pas venir assez vite. Donc voilà un peu l'ambiance entre les deux. Alors là, je vous ai mis effectivement la dernière décision de la Banque centrale européenne qui a baissé de 0,25. On est donc à 2,25, sachant qu'actuellement, la Fed, la Réserve fédérale américaine, paye entre 4,25 et 4,50. Donc il y a quand même 2 points d'écart, c'est énorme, normalement c'est assez énorme. Et enfin, juste, voilà, encore là un extrait, donc ici c'est le 19 avril, où il confirme à une journaliste à la Maison Blanche que s'il lui demande de partir, vous pouvez être sûr qu'il le fera, qu'il n'est pas content de la politique et des choix de M. Powell, et donc il le fait savoir, et que s'il ne change pas d'avis, il n'hésitera pas à lui dire les mêmes. Alors pourquoi M. Trump veut absolument libérer des liquidités qui, rappelez-vous, lorsqu'on va augmenter, lorsque la Fed va relâcher ses liquidités, alors oui, ça fera peut-être monter les actifs, comme le marché des actions, etc. Mais finalement, c'est parce qu'on casse le thermomètre. On casse le pouvoir d'achat de la devise avec lesquels on évalue les prix. Mais augmenter les liquidités n'augmentera pas la création de richesse, encore une fois, la création de réelle valeur. Mais la raison, elle est malheureusement dans ce tableau. Alors, je vous l'avais présenté en entier. J'ai zoomé là sur la dernière partie. Vous voyez que le budget américain a un déficit structurel qui oscille autour des 2000 milliards de dollars par an. Et ça, malheureusement, alors on voit que le Doge fait des économies, mais je vous passe tout ce que j'ai pu lire à droite à gauche. Malheureusement, les économies, les efforts d'Elon Musk ne suffiront pas à endiguer cette fuite en avant de liquidités. Et
Une des façons de faire, alors on peut toujours gagner plus, hein, souvenez-vous, on peut dépenser moins, gagner plus, aller voler à l'extérieur où ses citoyens. Et en dernière instance, les États ont la possibilité de créer la monnaie. Hein. Vous augmentez la masse monétaire, vous créez les fameux billets de singe et vous remboursez vos dettes avec ces billets de singe qui valent plus rien. Alors pas plus rien, évidemment, le dollar américain a beaucoup de réserves et ne devrait pas s'effondrer comme le peso argentin aussi vite, mais malgré tout, c'est son avenir, hein, c'est tout l'avenir des monnaies fiat, hein, c'est tôt ou tard de retourner à leur valeur intrinsèque, hein, et évidemment la valeur intrinsèque c'est zéro. Alors je prends des raccourcis, mais tout ça c'est pour vous expliquer qu'ils n'auront pas le choix, ils n'auront pas le choix que d'imprimer, d'augmenter en permanence la masse monétaire. Et là ce tableau-là, ce graphique-là, illustre à lui tout seul, hein. Donc là vous avez les différents bilans comptables justement des différentes banques centrales. Alors elles y sont pas toutes, mais on a en noir celle de l'Angleterre, en vert la banque centrale américaine, en rouge la Chine, en bleu l'Europe et en jaune la japonaise. Ce graphique à lui seul, et on démarre en 2023, donc on a plus de 20 ans de recul là sur ce petit graphique, ce graphique illustre à lui seul pourquoi vous devez investir. Je pense que la plupart d'entre vous ici le savent, hein, mais si vous gardez des liquidités sur un compte en banque et que vous ne l'investissez pas, ces liquidités perdront au pouvoir d'achat au fur et à mesure du temps. Vous devez absolument les faire travailler ou les investir, détenir des actifs qui, eux, au mieux se valoriseront. Alors, au pire, ça reste un risque, hein. Chaque investissement reste un risque, évidemment. Il y aura une possibilité de perte, évidemment, si vous investissez dans des actifs qui se retrouvent détruits ou qui font faillite, hein. Dans les actifs, je parle par exemple d'actions d'entreprise. Ça reste une entreprise qui a une activité économique. Si pour X raison elle fait faillite, votre titre de propriété, il peut ne plus rien valoir, évidemment. Mais c'est pour ça qu'il faut se former, calibrer son risque. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je suis capable de vous accompagner si vous souhaitez vous autonomiser avec vos finances. Donc, n'hésitez pas à cliquer dans le lien dans la description. Je reviens à mon magnifique graphique et on va zoomer sur la période actuelle. Là, les courbes débutent désormais en 2022. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que vous voyez que la Chine et le Japon, alors le Japon, on est quasiment revenu à l'équilibre par rapport à 2022, mais ce sont les deux seules banques centrales là, sur les 5 à augmenter la masse monétaire. Les autres sont en quantitative tightening, elles essaient de réduire, de détruire une partie des liquidités qu'elles ont créées. Cependant, vous voyez que c'est en train de s'horizontaliser, donc peut-être qu'elles aussi sont en train de poser un bas de marché avant de repartir à la hausse. Et c'est ce que je crois. Je crois que ce soit la banque fédérale américaine, que ce soit la banque fédérale anglaise, elle est un peu moins importante, mais surtout la ligne verte et la ligne bleue, la banque fédérale américaine et la banque centrale européenne n'auront pas d'autre choix que d'augmenter la masse monétaire, et ça sera bon pour les actifs à risque, pour les actifs de façon globale, et c'est ce qui devrait nous permettre de récupérer un marché haussier. Alors je reprends le graphique avec lequel j'ai débuté la vidéo. On rappelle, hein, pour ceux qui ne suivraient pas le marché crypto depuis un petit moment, ici c'est le top de 2021. Nous avons eu notre marché baissier jusqu'en fin 2022 avec une reprise voilà, en janvier 2023. Depuis, nous suivons, voyons, on peut voir cette ligne de tendance qui montre un peu le momentum de l'action des prix du Bitcoin qui suit en gros cette courbe. Et nous avons franchi les anciens plus hauts et nous venons de faire un retest. Alors peut-être qu'il sera appuyé de nouveau, mais ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il n'y a pas besoin d'autre chose. Tant qu'on passe pas, tant qu'on ne casse pas ce support, tant que l'action des prix n'évolue pas en dessous à la fois de cette ligne de tendance et de ce support majeur, je le répète que nous irons peut-être retester, je crois que le scénario le plus probable est le scénario en vert. Maintenant, il faut toujours être prêt, toujours, lorsqu'on envisage d'investir dans un actif. Il n'y a pas de conseil d'investissement évidemment, mais je vous aide à vous poser les bonnes questions. Lorsqu'on cherche à investir dans un actif, il faut toujours envisager les pires scénarios. Donc le pire étant évidemment que l'actif en question tombe à zéro. Rappelez-vous de notre entreprise qui fait faillite, peut-être que le projet Bitcoin fera faillite. Je n'y crois pas, mais il faut l'envisager. Donc notre tête de mort, voilà, tant que l'action des prix n'évolue pas là, tout ce que vous entendrez et lirez sur la fin de Bitcoin, hein, sur le fait que les cryptos sont morts, que ce marché est fini, n'est que pur fantasme et n'est là que pour activer la peur chez vous. Hein. Manipuler les gens par les émotions, c'est classique, c'est même systémique dans les marchés financiers. Et donc pour moi, effectivement, le bas de marché, alors temporaire, de ce retracement est en train de se poser. Je ne sais pas s'il s'est posé, je ne sais pas encore une fois si on ira retester avec plus de vigueur et plus de force ce support majeur, mais il s'est passé quelque chose ces dernières semaines et ça on va le voir grâce à l'or et au Nasdaq. Tant que j'en suis là, pourquoi on pourrait retester avec plus de vigueur? Pourquoi il y a encore beaucoup d'incertitudes? Il y a deux raisons principales que je vois. Il y a les négociations avec la Chine, évidemment. Alors, dans les bonnes nouvelles, si finalement un accord sur les tarifs est trouvé, ça pourrait driver le marché à la hausse, hein, ça pourrait booster le retour des liquidités, la confiance et l'espoir que les choses vont se régler. La deuxième des bonnes nouvelles qui pourrait nous venir serait une paix ou un traité de paix, ou en tout cas un vrai cessez-le-feu en Russie et en Ukraine, qui annoncerait peut-être de meilleurs jours pour l'Europe et le monde en général. De la même façon qu'on peut anticiper ou essayer d'envisager des bonnes nouvelles, il faut envisager les pires nouvelles. La pire étant pour moi une généralisation du conflit. Hein. Les pays européens vont en guerre. Malheureusement, la France et l'Angleterre sont parmi les pays les plus belliqueux. Et donc peut-être que ce conflit ukrainien va se mondialiser et qu'à ce moment-là, la proposition de Bitcoin peut-être ne sera plus pertinente, en tout cas pour les mois, les années qui viennent. De la même façon au niveau de la Chine,
peut-être qu'ils ne trouveront pas d'accord et que nous ne sommes qu'au début d'une guerre commerciale et monétaire qui est déjà bien avancée et qui ne va de cesse de s'aggraver. Et ça, c'est ce qu'on peut voir d'ailleurs avec l'or. Vous savez que l'or est l'actif refuge par excellence, qu'il augmente en cas d'augmentation de la masse monétaire. Là, peut-être que les intervenants du marché anticipent ces fameux retours de liquidité, ou peut-être qu'ils anticipent une aggravation des conflits armés. Et l'humanité, alors, a trouvé mieux, a inventé mieux, Bitcoin, mais c'est encore un actif jeune. Cette innovation technologique n'a pas encore, la convention mondiale de Bitcoin n'est pas encore suffisamment partagée, même si, alors j'ai pas mis les nouvelles là, mais certains États américains ont déjà signé le fait qu'ils allaient constituer des réserves stratégiques. De plus en plus de grandes entreprises, évidemment, mettent au bilan du Bitcoin dans leurs actifs, et toute la finance décentralisée ne cesse d'être absorbée par des gros acteurs qui également créent des services, la fameuse tokenisation des actifs, les real world assets, tout ça, c'est les gros de la finance qui cherchent à se plugger à l'écosystème de la finance centralisée pour faciliter les échanges, pour rendre encore plus liquides leurs actifs, ce qui augmentera également leurs bénéfices. Ne soyons pas naïfs, ils l'absorbent, ils vont absorber ces technologies parce qu'ils y ont intérêt. Donc l'or s'envole to the moon. Je voulais vous rappeler, donc là on était en mensuel sur l'or, là nous sommes en hebdomadaire pour le Nasdaq. Je voulais vous rappeler les dernières semaines du Nasdaq, en sachant qu'il a connu son top en février 2025. Avant de visualiser la différence avec Bitcoin, déjà je voulais montrer le Nasdaq face à l'or. Ici, on retourne en mensuel et je voulais vous montrer que depuis décembre 2021, face à l'or, le Nasdaq n'a pas fait de plus haut. Le top du marché, coté en or, des actions, donc au Nasdaq qui représente les actions technologiques du marché américain, n'ont pas fait de plus haut depuis plus de 4 ans. Et vous voyez que non seulement on n'a pas fait de plus haut, mais qu'on est en train de changer de tendance primaire, des plus hauts creux et des plus hauts sommets. Et vous voyez que là, nous venons de faire un plus bas sommet et que nous attaquons un plus bas creux depuis donc décembre 2021. Alors que si nous regardons notre brave Bitcoin face à l'or, oui, il a fait des nouveaux plus hauts et il n'a pas fait de nouveaux plus bas. Vous voyez que la tendance déjà, donc le Bitcoin face à l'or, non seulement, parce que novembre 2021, c'était, voilà, décembre 2021, c'est par là. Et donc, quand le Nasdaq a topé en novembre 2021, alors c'était le début du marché baissier pour Bitcoin, d'accord, il a pris cher. Mais là, non seulement on a réussi, alors c'est juste des mèches, vous voyez qu'on a été repoussé par cette résistance qui est encore et toujours là. Sauf qu'on n'est pas encore allé tester et surtout, on n'a pas dépassé le dernier plus bas à cette échelle mensuelle. Donc nous sommes toujours dans une tendance haussière mensuelle, je répète, du Bitcoin face à l'or. Et ce qui me laisse penser que nous aurons cette dernière branche, c'est que de façon cyclique, le Bitcoin suit des cycles de 4 ans, et qu'il y a toujours eu jusqu'à maintenant une phase de véritable découverte des prix, qui est liée à l'adoption, qui est liée encore une fois à toute la technologie de Bitcoin, je ne vais pas revenir là-dessus. Et nous l'avons eu en 2021, nous ne l'avons pas encore eu en 2025. Alors comme toujours, il vous faudra envisager alors les gentils scénarios, et là on est content, on est super content, mais n'oubliez pas, n'oubliez jamais de prévoir et de calibrer votre risque encore une fois en anticipant les pires scénarios. Si vous rentrez là et si le scénario catastrophique se passe, quelle somme mettez-vous? Vous pouvez calibrer la somme. Est-ce qu'avec 1000 euros ça vous va? Non, c'est trop, c'est pas assez. 5000 euros, c'est trop, 2005, etc. Posez-vous la question de la perte que vous êtes prêt à assumer en cas d'erreur. Et après, vous regardez évidemment, vous mettez ça en parallèle ou en face du gain que vous pouvez avoir. Donc là, ce petit outil, en gros, c'est votre risque. Vous rentrez ici, admettons que vous sortez ici, là, si l'action des prix de Bitcoin touche cette zone face à l'or, vous sortez et vous allez viser vers le haut et vous vous demandez est-ce que ce scénario me paraît crédible. Et donc là, vous pouvez arbitrer, si vous avez une poche d'or, vous arbitrez avec une poche Bitcoin, etc. Enfin, c'est qu'un exemple. Si je passe à mon Bitcoin face au Nasdaq, c'est ça que je voulais vous montrer. Surtout, regardez, le Nasdaq, alors qu'il avait, ces dernières semaines ont été baissières, qu'il a réalisé un top de marché, je vous le remontre, en février 2025. Regardez le Bitcoin. Février 2025, on est là. On a retracé et ensuite le Bitcoin a résisté et nous sommes encore en train de retester finalement les plus hauts du Nasdaq qu'il est allé définir en mars 2021. Et donc là, quand je regarde ce graphique, ça m'indique que les probabilités sont pour un franchissement de cette résistance. Alors c'est pas fait encore, toujours, je connais pas le futur, mais là, le graphique est en train de dire oui, le Bitcoin va peut-être casser cette résistance. Et si c'est confirmé, on va partir dans une découverte de prix par rapport au Nasdaq, souvenez-vous. Ce qui veut dire que si le Nasdaq continue de s'effondrer, peut-être que Bitcoin va s'effondrer en coté en dollars, mais moins que le Nasdaq. Donc ce graphique pourrait monter alors que le Bitcoin et le Nasdaq chutent. On en revient aux fameuses nouvelles mondiales avec des nouvelles et des leviers auxquels on n'a pas accès. Nous, on ne peut qu'attendre malheureusement qu'ils décident de faire la paix ou qu'ils décident d'imprimer plus ou moins et puis d'essayer d'agir au mieux. Pour le marché des altcoins, donc Bitcoin est le leader. Nous sommes sur la BTC dominance en mensuel. Regardez ça, il n'y a pas match. Il n'y a pas match.
L'action des prix est haussière, ça monte régulièrement, tranquille. L'action du RSI est parfaitement alignée avec l'action des prix. Il n'y a aucune divergence, aucun signe de faiblesse. Et c'est pareil, je ne vous montre pas en hebdomadaire, mais c'est pareil en hebdomadaire. Il n'y a pour l'instant aucun signe de faiblesse. Bitcoin continue sa marche, continue d'écraser la plupart des altcoins, dont, et je finirai là-dessus, Ethereum, alors qui pour tout un tas de raisons a souffert au niveau de son token. Alors il y a plein de vidéos en ce moment qui sortent qui sont très intéressantes pour essayer de réfléchir un peu sur les notions fondamentales qui expliqueraient ce retracement, cette mauvaise performance d'ETH par rapport à déjà de nombreuses altcoins, mais notamment par rapport au BTC. Je pense que ces raisons sont tout à fait valables. Sachez qu'elles sont modifiables. Une des principales raisons, c'est la baisse de revenus de la chaîne Layer 1. Le fait que le développement des réseaux secondaires a amputé une grande partie des revenus que la chaîne Layer 1 recevait. Or, il faut comprendre que tout ce qu'on appelle les Layer 2, les Base, Arbitrum, Optimism, etc., ne peuvent pas exister sans la L1. Finalement, tout ça, c'est l'écosystème Ethereum. Et donc, dans les bonnes nouvelles, surtout, c'est que ces L2 ont rempli leur mission principale, qui est d'augmenter l'adoption et l'utilisation. Après, quant à savoir les frais qu'ils génèrent, les bénéfices qu'ils génèrent, comment essayer de mieux rémunérer, c'est ça la question fondamentale. Là, en ce moment, au niveau économique, les acteurs se demandent comment faire que tous les bénéfices que font ces Layer 2, en payant pas grand-chose en gros pour la sécurité qui est garantie par le Layer 1 Ethereum, soient rémunérés à sa juste valeur entre guillemets et que le token Ether souffre moins et qu'il permette d'attirer des investisseurs. Parce qu'évidemment que le prix du token, l'action des prix du token est important pour attirer de nouveaux investisseurs, pour inciter les gens à staker, parce que dans ce mécanisme de consensus, on séquestre 32 Ethers pour faire tourner les fameux nœuds de validation. Or, si ces 32 Ethers ne valent plus rien, la sécurité, les attaques seraient favorisées. Donc je pense que toutes ces raisons, qui sont encore une fois excellentes, vont se résoudre. Et je vous l'avais dit, la principale raison des retracements. Alors juste avant de vous montrer la principale raison, je vous montre qu'il a quand même retracé de 66%, alors ce qui est majeur. En bas de marché, il a fait moins 81%. Vous voyez que dans le retracement important qui s'était passé de mai 2021 à juin 2021, il avait fait moins 61%. Là, il y a le crash Covid qui est un peu exceptionnel, moins 75%. Mais si on oublie ce signe noir du crash Covid, il avait quand même fait moins 68% avant sa reprise haussière et avant, donc je vous dis, on oublie le crash Covid, avant la réalisation du marché haussier. Je pense que nous sommes quelque part là-dedans, dans un retracement important, avant une reprise. Alors, encore une fois, le bas de marché, c'est pas sûr qu'il soit posé là. Nous sommes quand même sur des niveau de RSI, rapport de force entre les acheteurs et vendeurs, qui sont historiquement assez bas. Vous voyez, ça on est très proche du bas de marché de 2022 et très très proche du bas de marché de 2018. Donc comme toujours, c'est soit une très bonne opportunité, vous pouvez vous faire les scénarios à la hausse, soit si on réfléchit au scénario baissier, on aurait une ultime limite autour des 1000. Allez, on va dire que si on casse ce support autour des 1005-1006, en fait c'est le support de l'ATH de 2018. C'est ça que nous sommes allés retester une nouvelle fois, avant peut-être là de rebondir. En tout cas, si on casse celui-ci, l'étape d'après c'est 1000. Et par contre, si on casse les 1000, bon, mais là on est dans autre chose. Et tous les scénarios aussi, on pourrait les mettre à la poubelle peut-être à jamais. Et donc la principale raison, selon moi, qui fait qu'Ether a retracé, je vous l'avais montré il y a un petit moment maintenant, c'est ça, c'est le ratio entre les gens qui parient à la hausse et les gens qui parient à la baisse. On est en hebdomadaire et souvenez-vous, je vous l'avais montré qu'on était quelque part par là, je crois. Au top, il y avait 3,4 personnes qui pariaient à la hausse face à une seule qui pariait à la baisse. Il y avait une asymétrie immense entre les acheteurs et les vendeurs et donc tout le monde avait le même pari. Et ça, le marché, il n'est pas fait pour faire gagner le plus grand nombre. Il y avait trop de monde dans le train Ethereum, dans le train Ether, trop de personnes qui avaient fait exactement le même pari spéculatif. Et ça, encore une fois, c'est mon analyse, le marché l'a puni. Alors, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que le fait de revenir, vous voyez, nous sommes entre 1,8 et 2, et ce qui correspond au sommet de 2021, mais également au point de départ finalement de l'ancien marché haussier. Est-ce que cette correction sera suffisante? Est-ce que le nettoyage a été fait pour permettre à Ether un beau run? Eh bien, c'est ce que nous verrons dans les semaines qui viennent. N'hésitez pas à claquer le pouce si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à très vite. Ciao.